Au milieu du IIe siècle avant notre ère, Rome est une république qui grandit en puissance et en territoire. Mais derrière la façade imposante de ses institutions, un phénomène religieux étranger infiltre lentement la cité. Les rites dédiés à Dionysos, dieu du vin et de la transe mystique. Pour les Romains, habitués à une religion civique stricte où chaque geste respecte la hiérarchie et la discipline, l'arrivée de ce culte dionysiaque représente un choc culturel profond. Tite-Live, principal témoin littéraire de l'histoire, affirme que tout commence par l'intégration progressive de rituels grecs dans les communautés méridionales de la péninsule italienne, notamment en Campanie, avant que la vague n'atteigne Rome. Selon Tite-Live, l'histoire des bacchanales plonge ses racines dans les ports cosmopolites où marins, marchands et esclaves échangent non seulement des biens, mais aussi des croyances. Dionysos, ou Bacchus pour les Romains, trouve un terrain fertile chez les pauvres, les femmes, les jeunes et même chez certains affranchis, cherchant un sens spirituel hors du contrôle sénatorial. Le culte promet l'extase, la libération, la dissolution momentanée des frontières sociales. Dans une société aussi rigide que Rome, c'est un appel puissant. À l'origine, ces célébrations se déroulent rarement et de jour, mais au fil du temps, elles mutent. Tite-Live décrit comment, sous l'influence d'une prêtresse campanienne, les assemblées se multiplient, deviennent nocturnes, puis secrètes. C'est précisément ce basculement vers la nuit qui déclenche la méfiance des autorités romaines. Car les rites nocturnes, dans l'Empire romain, sont toujours suspectés de cacher la subversion, la conspiration ou la magie. Le Sénat commence à recevoir des rumeurs concernant des comportements jugés déviants. Hurlements, danses frénétiques, consommation massive de vin, scènes érotiques mêlées à des invocations sacrées. Pour les observateurs extérieurs, c'est un désordre moral. Pour les initiés, c'est un passage vers le divin. Les Grecs considèrent en effet que Dionysos détruit temporairement l'ordre du monde pour mieux révéler la vérité intérieure. Cette idée, acceptable dans un contexte hellénique, choque la mentalité romaine centrée sur la maîtrise de soi. Dans les premiers temps, les magistrats romains ignorent ces rituels. Rome est une puissance conquérante qui absorbe volontiers les dieux étrangers. Mais ce que Tite-Live raconte ensuite est au cœur de l'histoire. Les rites auraient commencé à s'étendre de manière incontrôlée, attirant des milliers de participants. Le Sénat s'inquiète non pas d'une simple croyance étrangère, mais d'une organisation parallèle, capable de rassembler des citoyens hors du cadre républicain. Et pour la classe dirigeante romaine, tout rassemblement nocturne non autorisé peut devenir une menace politique. La partie la plus choquante des récits anciens concerne la dimension sexuelle. Tite-Live décrit des scènes qui, selon lui, auraient violé tous les principes moraux de Rome. Union collective, mélange entre classes sociales, relations intergénérationnelles, voire manipulation physique durant l'épée ritualisée. Les historiens modernes débattent de l'exagération possible de ces descriptions. Certains chercheurs, comme Mary Beard et Erich Gruen, rappellent que les accusations de débauche sexuelle étaient souvent utilisées comme armes politiques. Pourtant, plusieurs éléments matériels, iconographie, inscriptions et parallèles grecs, montrent que le culte dionysiaque accordait en effet une place importante au corps, à la sensualité et à la transgression symbolique. Comme souvent à Rome, c'est la peur du désordre social qui anime la réaction du Sénat. Une religion étrangère, secrète, mixte et nocturne bouscule l'ordre établi. Les autorités craignent que ces réunions deviennent un espace où se discutent des contestations politiques. Elles redoutent aussi la possibilité que des chefs charismatiques, portés par la ferveur collective, fédèrent une foule difficile à contrôler. À une époque où Rome doit encore affermir sa domination en Italie, toute organisation parallèle, même religieuse, paraît dangereuse. Pour comprendre l'intensité de cette peur, il faut imaginer le contexte. Rome sort à peine des guerres puniques, l'empire naissant se consolide et la société connaît une mutation profonde due à la richesse nouvellement acquise. Les classes populaires souffrent cependant toujours de la pauvreté. Dans ce cadre, un culte qui promet la libération, la fraternité émotionnelle et l'abandon des hiérarchies attire irrésistiblement. Pour les sénateurs, c'est un cocktail explosif. Tite-Live raconte qu'une femme initie l'enquête en dénonçant les pratiques du culte. Les détails qu'il rapporte sont dramatiques, presque théâtraux. Rites secrets, initiations forcées, crimes cachés, manipulations
extase incontrôlée. Mais c'est exactement ce genre de récit qui permet de comprendre comment Rome, effrayée par ce qu'elle ne contrôle pas, prépare l'une des répressions religieuses les plus brutales de son histoire. La révélation des bacchanales ne commence pas par une intervention militaire ni par un rapport officiel, mais par un événement personnel, presque intime. Selon Tite Live, l'histoire s'amorce lorsqu'un jeune homme de bonne famille, Publius Aebutius, refuse de rejoindre le culte dans lequel sa mère adoptive tente de l'entraîner. Cette femme, influencée par un prêtre dionysiaque, insiste lourdement pour qu'il participe aux cérémonies nocturnes. Aebutius, méfiant, se confie alors à une prostituée qu'il fréquente, une femme nommée Hispala Faesenia. Ironiquement, c'est une marginale, et non un magistrat, qui va sauver Rome selon le récit antique. Hispala révèle que ces assemblées nocturnes, autrefois limitées et disciplinées, ont dégénéré au point de devenir incontrôlables. Elle décrit une organisation pyramidale composée d'initiés qui se réunissent plusieurs fois par mois, mélangeant hommes et femmes dans des rituels extatiques. Elle raconte que les novices subissent parfois des violences, des menaces, voire des pressions physiques durant l'épée rituelle qui symbolise la mort et la renaissance. Sa déposition constitue la première alerte sérieuse reçue par les autorités. Aebutius transmet ces informations au consul Postumius, qui réagit immédiatement. Les Romains considèrent la religion comme un pilier de l'État. Tout culte échappant à la supervision publique est perçu comme une atteinte à la sécurité nationale. Le consul entreprend donc une enquête approfondie. Il interroge les citoyens, fait surveiller les lieux suspectés d'abriter des réunions, mandate des informateurs pour infiltrer les cercles dionysiaques. L'objectif est clair, déterminer si le culte représente seulement une déviance morale ou une menace politique. Les premiers rapports confirment les dires d'Hispala. Les rites nocturnes réunissent parfois des centaines de personnes, souvent issues de milieux populaires, mais aussi, selon certaines accusations, de familles influentes. Tite Live insiste particulièrement sur ce mélange social, perçu comme scandaleux par l'élite romaine. Dans une société où chaque citoyen a une place fixe, un rituel qui abolit temporairement ses frontières apparaît comme un danger majeur pour l'ordre public. Le Sénat, déjà inquiet, ordonne une séance extraordinaire. Tite Live raconte que les sénateurs écoutent Postumius avec stupeur, certains horrifiés par la description des cérémonies. Mais ce qui naît de cette réunion, c'est une conviction politique. Le culte dionysiaque n'est plus un simple phénomène religieux, c'est une organisation capable de manipuler les masses. Les sénateurs craignent qu'il ne se transforme en instrument de révolte ou en refuge pour conspirateurs. Pour comprendre la réaction romaine, il faut rappeler que c'est une période où la République se méfie de tout ce qui ressemble à un regroupement secret. Quelques décennies plus tôt, Rome a déjà été secouée par les complots politiques internes et les mouvements populaires incontrôlés. Un culte nocturne, dont les chefs ne sont pas élus par l'État et dont les rites se déroulent hors de toute supervision, est perçu comme une potentielle machine à sédition. Mais au-delà de la peur politique, une autre inquiétude se glisse dans les débats sénatoriaux, la place des femmes. Selon Tite Live, les bacchanales donnent aux femmes un rôle inhabituellement central. Elles y ont accès, y exercent des responsabilités, y prennent la parole. Dans Rome, où la société est farouchement patriarcale, c'est un bouleversement silencieux. Des hommes influents craignent que ces rites offrent aux femmes un espace de liberté dangereusement large, susceptible de remettre en cause l'ordre domestique et social. L'étape suivante de l'enquête consiste à vérifier la véracité des accusations de crime. Tite Live affirme que des témoins ont rapporté des cas de violence, d'empoisonnement, de manipulations émotionnelles ou physiques contre les novices récalcitrants. Même si les historiens modernes restent prudents, la logique romaine est simple. Si un groupe parallèle opère en secret, il doit nécessairement cacher des actes illégaux. Ce raisonnement, typiquement romain, renforce la volonté de frapper fort. Postumius ordonne alors des descentes dans plusieurs lieux suspectés d'accueillir les réunions dionysiaques. Les sources antiques affirment que ces perquisitions révèlent des salles décorées, des objets sacrés, des instruments de musique destinés à provoquer la transe, et même des listes de membres. Pour un sénateur romain, ce genre de documentation ressemble à une véritable structure clandestine, organisée, disciplinée, capable de rivaliser avec certaines institutions publiques. Les sénateurs comprennent désormais qu'ils ne peuvent plus ignorer la situation.
Une réforme religieuse ou une simple interdiction du culte ne suffira pas. Il faut écraser ce mouvement pour éviter qu'il ne renaisse sous une autre forme. Le Sénat, uni dans sa décision, prépare alors l'un des décrets les plus sévères de l'histoire romaine, le Senatus Consultum de Bacchanalibus. Ce document, dont la version officielle a été retrouvée gravée sur une plaque de bronze à Tiriolo en Calabre, constitue une source fondamentale pour les historiens modernes. Il décrit précisément les mesures de répression, limitation drastique du nombre d'initiés, nécessité d'un permis spécial pour toute cérémonie, interdiction absolue des réunions nocturnes et destruction de toutes les infrastructures associées au culte. La véritable puissance de ce décret ne réside pas seulement dans son contenu juridique, mais dans son message. Rome n'acceptera jamais qu'une organisation religieuse échappe à son contrôle. La religion, pour la République, n'est pas un domaine privé, c'est une institution d'État. Et quiconque tente de la détourner devient un ennemi politique. Lorsque le Sénat adopte le Senatus Consultum de Bacchanalibus, Rome bascule dans l'une des opérations de répression religieuse les plus brutales de l'histoire de la République. Loin d'être une simple interdiction administrative, c'est une véritable purge. Le consul Postumius, chargé d'exécuter le décret, mobilise magistrats, lictors, soldats et informateurs. L'objectif est clair: démanteler chaque cellule du culte dionysiaque, traquer ses dirigeants, arrêter ses participants et éradiquer physiquement toute structure pouvant permettre au mouvement de renaître. Les récits antiques décrivent une Rome en ébullition. Les perquisitions commencent simultanément dans plusieurs quartiers, ciblant maisons isolées, jardins périphériques et bâtiments abandonnés où se déroulaient les rites nocturnes. Les lictors enfoncent les portes, les soldats encerclent les rues, les voisins observent en silence, terrifiés à l'idée que le scandale touche leur propre foyer. Pour la première fois, les Romains voient l'État intervenir brutalement contre un culte installé au cœur même de la cité. Tite Live affirme que des centaines de personnes sont arrêtées, parfois en pleine cérémonie. Ceux qui résistent sont maîtrisés, parfois blessés. Les prêtres et prêtresses sont considérés comme les plus dangereux. Non seulement ils dirigent les rituels, mais ils disposent d'une autorité spirituelle susceptible d'influencer les foules. Le Sénat ordonne qu'ils soient interrogés séparément afin d'éviter qu'ils ne coordonnent leur défense. Cette stratégie témoigne de la vision romaine du pouvoir. La peur la plus grande ne porte pas sur les rites eux-mêmes, mais sur la capacité d'un groupe religieux à agir hors du contrôle de l'État. Les procès se tiennent rapidement, souvent en public, afin de rappeler à la population que Rome ne tolère aucune déviance. Les accusations portent sur plusieurs chefs d'inculpation: participation à des rites interdits, manipulation des citoyens, violence rituelle, conspiration contre l'État et même homicide dans certains cas. Les condamnations varient selon la gravité supposée des faits. Certains accusés sont emprisonnés, d'autres exilés, et plusieurs, selon les sources antiques, sont exécutés. La peine capitale n'est pas une surprise dans le contexte romain. La République n'a jamais séparé religion et politique. Tout acte considéré comme un danger pour l'ordre public peut mener à peine de mort. Les sacrifices humains étant strictement interdits dans la religion officielle, les magistrats romains interprètent certaines pratiques dionysiaques comme des atteintes directes aux lois sacrées. Dans une société où l'empire repose sur une discipline collective, c'est un crime impardonnable. Une partie essentielle de la répression consiste à détruire physiquement les lieux où se déroulaient les bacchanales. Les bâtiments sont murés, brûlés ou convertis à d'autres usages. Le Sénat veut effacer toute trace matérielle du culte. Les objets sacrés sont confisqués, parfois fondus ou enterrés. Les autels sont renversés. Le message est clair: Dionysos n'aura plus domicile à Rome sans la permission explicite de l'État. Les historiens modernes s'interrogent sur l'ampleur réelle de cette répression. Certains chercheurs estiment que Tite Live, écrivant sous Auguste, a amplifié la dimension spectaculaire des événements. D'autres rappellent que Rome est capable, lorsque la stabilité politique semble menacée, de recourir à une violence extrême. La vérité se situe sans doute entre les deux, un mélange de réalité historique, de dramatisation littéraire et d'interprétation politique. Ce qui est certain, c'est que le décret de 186 AVDBR J/C marque un tournant décisif dans la gestion des cultes étrangers.
La peur sociale joue également un rôle central dans cette phase. Les citoyens romains, déjà perturbés par l'idée que leurs voisins puissent pratiquer des rites nocturnes secrets, deviennent méfiants les uns envers les autres. Les dénonciations se multiplient. Certains accusent leurs esclaves ou leurs affranchis. D'autres accusent des membres de leur propre famille. Cette atmosphère de soupçon général renforce la position du Sénat. Au sein d'une population inquiète, toute intervention brutale apparaît comme une mesure de protection. Les femmes sont particulièrement visées pendant la répression. Comme les bacchanales leur donnaient un espace spirituel où elles pouvaient exercer autorité et influence, les sénateurs considèrent leur participation comme un défi direct à l'ordre patriarcal. Plusieurs femmes accusées sont exécutées ou exilées. D'autres sont placées sous la garde stricte de leur famille. Le pouvoir romain ne punit pas seulement un culte, il réaffirme la structure sociale. La violence de la répression se poursuit pendant plusieurs mois. Les magistrats reçoivent l'instruction de pourchasser toute tentative de reconstitution du culte, même sous forme réduite. Le Sénat impose des règles si strictes qu'il devient presque impossible de pratiquer le moindre rite dionysiaque sans autorisation préalable. Les rares cérémonies encore permises doivent se dérouler le jour, en présence de magistrats officiels, et avec un nombre extrêmement limité d'initiés. En d'autres termes, Rome vide le culte de sa substance. Plus de nuit, plus de transe, plus de liberté. Le résultat immédiat est un climat de peur. La population comprend que l'État est prêt à aller très loin pour préserver son autorité. Les élites romaines voient dans cette victoire un exemple de la supériorité de leurs institutions. Mais une question demeure. Pourquoi le Sénat a-t-il frappé si fort? Les bacchanales étaient-elles vraiment une menace? Ou bien ce scandale a-t-il servi de prétexte pour affirmer un pouvoir politique fragilisé? Les chercheurs contemporains proposent plusieurs réponses. Certains pensent que les élites romaines craignaient une infiltration étrangère susceptible de déstabiliser la République. D'autres estiment que les bacchanales offraient un espace social trop libre pour les standards romains, risquant de provoquer des comportements perçus comme incontrôlables. D'autres encore soulignent que la répression permettait de rappeler à tous que le Sénat, et lui seul, décide quels cultes sont légitimes. Ce qui est sûr, c'est que Rome vient de prouver une fois de plus que sa force repose autant sur la violence d'État que sur les institutions civiles. La répression des bacchanales n'est pas seulement un épisode religieux. C'est un avertissement gravé dans l'histoire. Après la répression sanglante des bacchanales, une autre bataille commence, celle du récit. Dans une république où le prestige politique se construit autant par les armes que par les mots, le Sénat comprend qu'il doit façonner la mémoire collective pour justifier la violence exercée. Tite-Live, écrivant 2 siècles plus tard, hérite directement de cette tradition narrative. Ses descriptions dramatiques, ses accusations de débauche et ses images de rituels incontrôlables ne reflètent pas seulement des faits, mais aussi la propagande officielle qui a suivi le scandale. Le Sénat veut convaincre la population que la répression n'a pas été un abus de pouvoir, mais une nécessité vitale pour sauver la République. Pour cela, il impose un discours simple. Les bacchanales n'étaient pas un culte étranger innocent, mais une conspiration massive menaçant l'État. La propagande sénatoriale insiste sur 3 thèmes, la corruption morale, la subversion politique et la manipulation des foules. Chacun de ces éléments est amplifié afin de donner une cohérence au récit officiel. Le thème de la corruption morale permet de justifier l'image de rites sexuels débridés. En présentant les bacchanales comme une orgie permanente, les sénateurs créent un contraste saisissant entre leurs propres valeurs, modération, discipline, contrôle, et celles attribuées au culte. Ce contraste renforce l'idée que le Sénat agit pour protéger la vertu romaine. Le peuple accepte plus facilement la violence dès et lorsque elle semble défendre le bien ordre familial et social. Le thème de la subversion politique est central. La propagande décrit les bacchanales comme une organisation clandestine, capable de rallier des milliers de personnes. Qu'elle ait réellement compté autant d'initiés reste incertain, mais une exagération sert parfaitement les intérêts sénatoriaux. En présentant le culte comme une quasi-société secrète, les élites romaines se positionnent en défenseurs de la République
contre une menace interne. Ce procédé rhétorique ressemble à d'autres épisodes de l'histoire romaine où les factions politiques utilisent des accusations pour éliminer leurs adversaires. Le troisième thème, celui de la manipulation, permet de décrire les prêtres et prêtresses dionysiaques comme des figures dangereuses, capables d'influencer les masses par la transe, la musique, le vin et les émotions collectives. Dans une culture politique où le contrôle des foules est crucial, Rome craint tout groupe qui échappe à cette maîtrise. La propagande transforme donc les leaders dionysiaques en ennemis publics, non seulement pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils pourraient potentiellement déclencher. Mais au-delà de cette propagande, il est essentiel de comprendre les conséquences à long terme de la répression. Le décret sénatorial impose un précédent juridique fondamental. Désormais, toute religion étrangère doit être strictement encadrée. Les cultes orientaux, les pratiques ésotériques, les réunions nocturnes et les formes de mysticisme deviennent des objets de suspicion systématique. Le cas des bacchanales sert de modèle à une stratégie durable de contrôle religieux. Cette politique aura une influence majeure sur la manière dont Rome gère les cultes venus du Proche-Orient, d'Égypte ou d'Asie mineure. Le culte d'Isis, par exemple, sera plusieurs fois interdit, puis réautorisé selon les besoins politiques du moment. Les autorités romaines comprennent qu'il est impossible d'éliminer complètement les nouvelles croyances, mais elles apprennent à les surveiller, à les encadrer, à les remodeler pour les rendre compatibles avec l'esthétique et la morale romaine. L'autre conséquence majeure concerne la place des femmes. Les bacchanales avaient offert un espace spirituel où les femmes pouvaient agir sans la tutelle masculine, un phénomène extrêmement rare dans la Rome républicaine. La répression ferme brutalement cet espace. Les femmes sont renvoyées dans leur rôle traditionnel, sous le contrôle de la famille et de l'État. En ce sens, les bacchanales représentent un moment de tension entre liberté individuelle et structure patriarcale. Un moment rapidement refermé dès qu'il menace l'ordre établi. Sur le plan social, la purge installe une culture durable de la méfiance. Les citoyens romains deviennent plus prudents dans leur fréquentation. Les esclaves et affranchis sont surveillés. Les réunions privées doivent maintenant être déclarées. Rome développe une politique du soupçon qui servira plus tard à gérer les esclaves rebelles, les mouvements populaires ou les complots politiques. Les bacchanales deviennent un avertissement. La liberté collective doit toujours rester sous surveillance. Sur le plan religieux, paradoxalement, la figure de Bacchus ne disparaît pas totalement. Le dieu reste intégré au panthéon romain, mais son culte est vidé de sa dimension extatique. Rome accepte Bacchus tant qu'il devient un dieu contrôlé, civilisé, transformé pour s'adapter aux normes officielles. C'est un procédé typique. Rome ne détruit pas toujours ce qu'elle réprime. Parfois, elle le transforme pour en faire un outil politique. L'héritage littéraire du scandale est immense. Tite Live, en écrivant sous l'ère augustéenne, utilise l'histoire des bacchanales pour illustrer la décadence potentielle de la République lorsqu'elle abandonne ses valeurs. Son récit contribue à légitimer le régime d'Auguste, fondé sur le retour à l'ordre moral. Les bacchanales deviennent donc un exemple historique au service d'une idéologie politique. Leur représentation dans la littérature et l'historiographie inspire ensuite de nombreux auteurs, nourrissant une fascination durable pour les excès supposés du culte. Les historiens modernes adoptent une lecture plus nuancée. Les travaux de Mary Beard, Paola Pocchetti, Luigi Capogrossi Colognesi et d'autres chercheurs montrent que la version officielle mélange faits réels et exagérations politiques. Les bacchanales n'étaient probablement pas une conspiration, mais un réseau religieux trop large, trop libre et trop socialement mixte pour que le Sénat puisse le tolérer. Autrement dit, c'est la peur qui a créé la crise autant que les rites eux-mêmes. En fin de compte, l'histoire des bacchanales révèle un trait fondamental de Rome, sa capacité à utiliser la religion comme un instrument politique. Les bacchanales n'étaient pas seulement un scandale religieux, c'était un miroir révélant les tensions profondes entre liberté individuelle, contrôle étatique, rôle des femmes, influence étrangère et stabilité politique. Et ce miroir, Rome choisit de le briser violemment avant de réécrire sa surface. Ainsi se referme, un des chapitres les plus fascinants et les plus sombres de la religion romaine.